À Québec, le matin, c'est Bouchard en parle. On va déjà commencer à jaser de médias, de langage, de radio. Ben oui, c'est intéressant. Jean-Luc Mongrain va faire son grand retour à la télé bientôt. Monsieur Mongrain, bon matin. Bonjour, comment ça va? Très bien. Hey, on s'était vu, c'est ça, hein, qu'on disait il y a 10 mois peut-être. Ici, à Allemand aussi, à un moment donné. Oui. Lorsque vous avez quitté TQS. Ouais. Exact. Comment vous trouvez ça, TQS? On va commencer avec ça. OK. Quand vous regardez TQS aujourd'hui, faites-vous... Ah non? Non. Okay, c'est pas bon signe. Ben, c'est pas bon signe. Je regarde tout à la télévision. Je pense que ça a été une mauvaise décision pour la population en général de fermer une salle des nouvelles. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle, même pour la concurrence, même pour la compétition. C'est d'une grande tristesse pour les camarades avec qui j'ai travaillé, moi, pendant 10 ans. Certes, le marché ne peut pas absorber autant de personnes, donc il y a des gens qui se sont retrouvés à devoir réorienter leur carrière. Bon, je trouve ça triste. C'est pas plus triste que le gars qui est à l'usine et puis qui doit lui aussi retrouver un travail. Et quand je regarde les médias à qui on accorde énormément d'importance, c'est très visible, c'est très sensible. Mais je trouve que il y a des décisions qui ont été prises là qui ne sont pas des décisions de gens qui semblent connaître ce que c'était comme métier. Je pense qu'ils avaient sous-estimé le lien d'appartenance d'une population avec son information locale. Vous pensez quoi de Mario Dumont qui irait là? Ben, je vois ça, là. Je pense qu'il n'a pas pris conseil. Ah non? Pourquoi? C'est un gars qui a le sens du clip, on le dit souvent. C'est un gars qui communique relativement bien ses idées. Mais dans le choix du média, c'est ça que vous voulez dire? Probablement ça. Et en même temps, je trouve facile de pas... Regardez le nombre de gens qui sont allés en politique et qui ont été aux médias dans une après-carrière politique. Jean Lapierre réussit bien. Et Jean Lapierre, il est meilleur comme commentateur que comme animateur. OK. C'est un métier, animateur. Votre métier et votre métier à vous, c'est un métier. Demain matin, quelqu'un qui est capable d'avoir un clip, qui est capable de faire un commentaire, n'est peut-être pas capable d'amener une transition, de connaître le rythme des gens, de connaître qu'est-ce que c'est qu'une émission de télévision. Michel Gauthier en est un bel exemple. Michel Gauthier qui est un bon parlementaire, bon bagou. Il est venu à TQS. On l'a amené à TQS. Des gens l'ont amené à TQS. Michel, c'est un gars qui a du bagou. Oui. À la Chambre des communes, je m'excuse, quand il était leader d'opposition, il tenait son bout, puis il était bon, puis il rendait accessible des dossiers hermétiques et difficiles. Et voilà donc qu'au moment où on lui dit « T'es sur la caméra 1, t'es sur la 2, arrête pour une pause, dans 30 secondes, 1 minute 10, on vient dans 3, t'as un autre invité, non, il est pas là, on va aller au téléphone plus tôt. » Toute cette réalité mécanique que l'on oublie quand on fait le métier et que l'on ne connaît pas quand on le fait pas, ce sont autant de liens et de contraintes au moment où ton talent de politicien et de débatteur est sollicité dans un autre véhicule que celui où tu as été élevé. Rappelons-nous de Benoît Dutrisac, comment il y avait de la misère au début. Hein? C'était incroyable. Là. Donc, je savais pas regarder. Peut-être comme commentateur de l'actualité. Je sais pas si c'est ça, là, dans un show. Mais je sais pas, je pense que c'est comme Anchorman, vraiment comme leader d'un show. Mais c'est correct. Moi, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais Dumont était chef de l'opposition au Québec. Oui. Aspirant premier ministre ou premier ministre pressenti éventuel. Et il va faire du commentaire de l'actualité. Je trouve que la période de décompression est pas assez grande. OK. Je veux parler... Attends, juste finir là-dessus. S'il est à 10 heures, est-ce que ça vous affecte à TQS? Non, ça dérange pas. Ça m'a jamais dérangé. Non. On considère pas ça. Moi, je pense que vous faites le métier que vous faites. Est-ce que véritablement, pendant que vous le faites, vous vous dites, il y a un autre gars à une autre fréquence ou une autre fille à une autre fréquence? C'est pas, honnêtement, là, ça a jamais été moi, ma priorité. Ça appartient aux gens qui font la grille horaire. Ça appartient aux gens qui font le marketing, la mise en marché. Ça appartient aux gens qui vendent les pubs parce que c'est le moyen. Dans le fond, vous n'êtes pas compétitif envers les autres, mais plus envers vous-même, puis la meilleure émission le même métier. Très évidemment, Canadiens voulaient battre les Nordiques voulaient battre Montréal. Bon, on est dans un monde concurrentiel, mais ce n'est pas quelque chose qui est omnubilant. C'est quelque chose qui fait partie du travail. Puis on fait tous le même métier, dans le fond. Est-ce que vous avez parlé de la perte de la salle des nouvelles de TQS, puis je veux vous ramener à TVA un peu. Un des effets pervers de ça, c'est sûr que vous êtes dans une position délicate pour répondre, mais quand même. Là, il n'y a plus de salle de nouvelles à TQS. Moi, le soir, là, j'écoutais vous, puis j'écoutais TVA. Fait que je switchais entre TQS puis TVA, puis j'aimais ça parce que des fois, c'était pas juste des fois. Même s'il y a des nouvelles qui se ressemblaient, il y avait quand même une différence de traitement, de priorité, de tout. Oui. Là, c'est pas du TVA bashing, là, mais j'écoute Pierre Jobin, j'ai écouté hier soir son bulletin puis tout. Moi, je suis pas ben de l'école de Radio-Canada. J'aime moins un peu la façon dont ils font les nouvelles.
TVA devient au Québec dans une situation de puissance incroyable comme média. Là, si quelqu'un rentre pas dans les priorités de TVA, ou au contraire, s'il se met à dos du monde un peu, il est fait. Moi, cette puissance-là m'inquiète comme citoyen parce que je me dis, ils sont tout seuls. Avec le Journal de Québec qui est puissant, TVA, LCN qui s'en vient de plus en plus avec votre retour, moi, je crois que ça va monter. Convaincu. Puis là, c'est fort à maudit. S'il y a quelqu'un à TVA qui m'aime pas, moi, je fais. Je pense qu'il y a une paranoïa dans votre propos qui ne doit pas tenir. À mon sens, on est passé au Québec. Et pour savoir où on s'en va, il faut savoir un peu d'où on vient. C'était des entreprises familiales, les médias. Et on peut nommer des noms de grandes familles qui ont été les propriétaires des médias. C'était vrai pour les journaux, c'était vrai quand la radio est arrivée, c'était vrai pour la télévision. On est passé donc d'un genre de paternalisme familial. Dans le temps d'Alexandre de Sèvres, le Canal 10, Télémétropole, c'était une relation filiale du personnel envers le patriarche qui était Alexandre de Sèvres. C'est passé après ça à une entreprise avec un certain corporatisme, une image, où c'était encore une entreprise privée, puis là, c'est devenu une entreprise que j'appelle de marché, où il y a de l'actionnariat, où il y a une multiplicité de plateformes possibles. Pour moi, c'est du développement d'entreprise. Vous savez, des géants dans l'automobile, prenons l'automobile, est-ce qu'on avait le choix aux États-Unis il y a quelques années d'avoir autre chose que GM, Chrysler? Et on se pose plus la question aujourd'hui à savoir si Chrysler est affilié avec Daimler, si GM fait du japonais. La vie démocratique, là. Absolument. Le comité. Un média, ça a une influence. Beaucoup plus grande qu'un constructeur automobile. Je suis pas sûr. Là, ça parce peut que influencer une campagne électorale. Oui, non, mais regardez, si ça ferme GM Motors, là, je peux vous dire que l'économie américaine et canadienne sera touchée. Si bien que le comité américain que l'on vient de mettre sur place, Barack Obama vient de sur place, ils sont 20 sur le comité automobile américain. Juste un exemple. Sur les 20, il y en a 18 qui ont des chars européens. Ouais, c'est symptomatique. Ça va pas bien. Est-ce que donc, l'importance économique de GM a eu une influence sur la consommation? Tellement pas qu'il y a une distorsion énorme. De sorte que si le média, si gros soit-il, ne répond plus aux besoins des gens, il va y avoir une désaffection de la population envers ça. Non, je suis d'accord qu'il faut être intéressant. Nous autres, pareil. Quand j'étais à TQS, là, j'étais content parce que pour gagner, j'avais pas besoin d'être premier. J'étais deuxième, puis je tirais mon épingle du jeu, puis j'étais une alternative. Quand j'étais à Sherbrooke, j'avais un médium qui était un hebdomadaire. C'était à moi. J'en étais le copropriétaire. J'étais devant Power Corporation, la tribune. Peux-tu dire qu'il aurait pu dire, garde, mais ils n'ont pas été capables, parce que j'étais le genre de petit chihuahua qui tire après la patte de pantalon puis qui est fatigant. J'étais le gars qui faisait en sorte que le monsieur qui pouvait pas acheter sa carte d'affaires dans la tribune parce qu'elle était trop chère, il venait à l'hebdo puis j'étais capable de le passer. J'étais le gars qui parlait de l'équipe de baseball de Lennoxville, de Sherbrooke puis de Fleurimont parce que les expos de Montréal, ça voulait rien dire parce que j'avais décidé que mon créneau, c'est un créneau d'information locale. Il y a place à la concurrence et effectivement, et vous pouvez pas faire n'importe quoi, même si vous êtes gros, mais d'entendre Bernard Landry, à tout le monde en parle, dire Québécois, c'est souverainiste, là. On va se le dire. Lui, il l'a dit clairement. Il dit, pour moi, Bernard Landry, Québécois, c'est une entreprise souverainiste. Puis là, il s'est mis à nommer quelques noms, puis tout. Québécois, sur l'espace média au Québec, à mon avis, c'est plus que 50%. Si on calcule journaux, télé, puis tout, il occupe une grosse place. Québécois, c'est pas... que c'est souverainiste. Québécois, c'est capitaliste. Pensez pas que c'est souverainiste, comme Bernard Landry le dit? Bernard Landry est souverainiste, et Bernard Landry s'est probablement retrouvé dans des gens qui y travaillent là. Mais est-ce que Radio-Canada, donc, c'est fédéraliste? Moi, je pense que c'est réconfortant pour le public et les gens en général de mettre des étiquettes. Et là, je vais faire un exemple épouvantable. OK, mais mettons, ça va convenir. Une canne de tomates. Quand on y met une étiquette, c'est pas pour la tomate, c'est pour le consommateur, pour rassurer celui qui regarde ça en se disant « Ah, il y a du sel, il y a du sodium là-dedans. Ah, c'est une tomate qui vient du Mexique, elle vient d'Italie. » Mais la tomate qui est dans la canne, elle s'en fiche carrément de ce qui arrive. Donc, l'étiquetage est quelque chose qui n'est pas nécessairement pour le produit, mais qui est comme pour sécuriser ceux qui sont à l'extérieur et qui sont les observateurs de ça. Moi, je peux vous dire que les artistes et artisans, qu'ils soient à TQS, qu'ils soient à TVA, quand tu étais à KIC, si aujourd'hui tu es à 93.3, tu fais ton métier intellectuellement, honnêtement,
avec passion et avec volonté, c'est ça que les gens sentent. Qu'importe l'étiquette que les gens vont te mettre. Moi, là, j'étais chez Cogeco quand j'étais à TQS. Oui. OK? C'était Cogeco. C'est nos boss. Est-ce que tu penses, c'est vos boss, Oui. est-ce que tu penses que Louis Audet, le propriétaire, qui est responsable de l'actionnariat pour le bien de son entreprise, était content des films de cul à TQS? Penses-tu que? Lui, personnellement, ça se pourrait que non. Bon. Mettons. Alors, est-ce que ça a influencé la programmation? Pas sûr non plus. Alors, où on se retrouve? Et je reviens à Landry, s'il considère que c'est un média souverainiste, écoute, c'est parce qu'il en a vu des indices peut-être. Moi, je peux te dire que c'est un média d'information où les gens qui y sont travaillent de façon honnête et ils ne sont pas tendancieux, ils ne tirent pas la couverte sur des orientations politiques. Parce que là, c'est tout le journalisme qui est questionné. Si les gens nous mettent, c'est vrai que c'est souvent les auditeurs, c'est souvent nos ennemis en plus ou nos opposants qui vont nous mettre des étiquettes. Est-ce que les gens qui font dans l'opinion, parce que c'est vers ça que vous vous en allez, contrairement un peu à TQS, vous avez dit, je vais donner plus mon commentaire et mon opinion. Je fais pas le même métier, c'est pas le même job. Exact. Est-ce qu'on a, nous, un devoir, non pas de nous étiqueter, mais de nous présenter à nos auditeurs ou téléspectateurs? Moi, je vous donne un exemple. Moi, quand je lis André Pratt dans la presse, je sais que j'ai affaire. Pratt ne se cache pas, il est fédéraliste. Si j'écoute Claude Charron faire un commentaire à TVA, je vais l'écouter, puis je sais dans quel camp il est, puis je vais analyser ses propos à la lumière. Est-ce que, par exemple, un Jean-Luc Mongrain va se présenter à LCN en disant « Bon, ben là, moi, je vais vous donner mon commentaire opinion, mais moi, vous savez, d'abord, je suis souverainiste, je suis un peu... » Je vais te le dire. Mais tu veux que je te dise? Je vais te faire une primeur ici. Je vais faire une révélation. Je vais te donner mon orientation politique. Oui. OK? Je suis un gars qui n'a aucune intention et aucune velléité d'être bleu, vert, rouge, caille. Pourquoi? Parce que c'est de dire, je prends pour Boston alors que moi je prends pour le public. C'est pour dire que je prends pour Canadien alors que je prends pour le public. Ça serait de mettre une couleur à un sport et qui me coupe, à mon point de vue, de la possibilité de critiquer toutes les couleurs. Moi, là, je suis honnêtement très politisé, mais apolitique. Je suis pas capable de... Quand vous allez voter, oui, vous annulez votre vote? C'est une autre histoire et ça m'appartient. Et ça, le sens de la démocratie appartient, à mon point de vue, davantage dans l'intention personnelle, presque même en conscience de savoir si on vote, que l'intérêt que vous ayez de savoir pour qui je vote. Mais vous êtes capable de faire la distinction entre parce que vous avez vos convictions à vous, là. On peut pas, ça c'est personnel. Je vais parler au public. J'en ai presque plus. Vous êtes désabusé? Non, parce que je crois encore aux gens, mais la machine politique, et ça, c'est ma crise existentielle. Oui. La machine politique, c'est... Regarde, tu passais un extrait tantôt de Mario, oui. Et qui dit, attention, caisse de dépôt. S'il avait été au pouvoir, est-ce qu'il aurait lui-même retenu un peu d'informations? Prenons la scène, là, et disons qu'il est premier ministre, et non pas en quête de le devenir. Est-ce qu'il aurait dit, les pensions sont à risque, la perte... Bien qu'il ait raison, de sorte qu'en politique, maintenant, tu peux avoir tort d'avoir raison ou raison de cacher la vérité. Ça me fout les... La meilleure preuve de ça, c'est que j'ai aussi dans mes archives une cote de Jean Charest qui réclame haut et fort des comptes sur la caisse de dépôt en 2002. Voilà. C'est exactement le même discours que Marois puis Dumont, parce qu'à l'époque, il était d'un autre poste. Donc, Sylvain, honnêtement, oui. Qu'est-ce que ça ajouterait quand on parle à un homme et à une femme qui voit aujourd'hui sa retraite repoussée de 5 ou 6 ans, qui a sué, qui a entendu à la cloche, que la boîte à lunch sortait, ferme la boîte à lunch, rentre à la shop, rentre à l'usine, et que on dise aujourd'hui, écoute, je trouve ça épouvantable parce que je suis libéral, parce que je suis souverainiste, parce que je suis fédéraliste. Quand j'ai entendu M. Harper dire le Canada sera à l'abri de la crise économique, écoute, c'est parce qu'il est en campagne électorale. Honnêtement, oui. Comment peut-on, quand on est à 85% les fournisseurs de services et de biens aux États-Unis, prétendre que lorsqu'ils ne consommeront plus, puis que nous, notre exportation est là à 85%, que nous n'aurons pas le ressac de cette affaire-là? C'est impensable. Alors, dire ça et ne rien dire, c'est incroyable. Et c'est ça, moi, qui me passionne. Ce n'est pas de savoir si Harper est à gauche, à droite, à gauche, parce qu'on est toujours à droite de quelqu'un et à gauche d'un autre. Et cette étiquette-là, souvent réconforte les gens. « Ah, lui, c'est un fédéraliste! » Attention!
Il peut avoir raison, ou même si... Et attends, c'est un maudit souverainiste. Attention. Tu l'as dit, la véritable problématique que nous avons présentement dans notre société, tantôt, et je t'ai entendu. Moi, j'appelle ça, on graisse la roue du carrosse qui crie. Il y a juste une roue sur le carrosse qui crie, c'est celle-là dont on s'occupe. Quand tu parlais de la dictature des minorités. Oui. Pourquoi ça se produit? Parce qu'on a réussi à morceler notre société à un point tel que nous ne sommes plus un citoyen. On est un prestataire de l'aide sociale. On est un assuré du travail. On est un bénéficiaire du chômage. Chacun est dans son On est camp, un malade. Et là, étiquette. il y a une multiplicité de catégories où l'on se retrouve isolé avec son problème. Mais le dénominateur commun qui fait de nous un citoyen, qu'est-ce que c'est? Et si on est capable au Québec et au Canada de nous définir qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, allons-y, travaillons à cela. J'écoutais hier Barack Obama aux États-Unis. Oui. Il est en train de redonner ce sens-là. Il dit, c'est pas parce que t'es républicain, c'est pas parce que t'es démocrate. On va s'ostiner à la fin de la journée. On sait une chose. We're Americans. Puis c'est pour ça qu'on va gagner. On aime les détester, les Américains. Mais j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Nous, ici, c'est la roue du carrosse qui crie que l'on graisse, ou encore la headset. Je suis d'accord avec ça, mais je vais vous en montrer une division, puis vous avez raison qu'il manque de cohésion, puis au Québec, on n'est pas prêt à un discours que, regarde, on est tous citoyens, tous dans le même bateau, va falloir serrer la ceinture. Une des grandes divisions que moi je vois au Québec, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que LCN, c'est TVA. TVA, il y a des journalistes partout au Québec, mais il reste que toutes les shows, que ce soit Poirier, Martineau, vous, Denis Lévesque, c'est fait à Montréal. Moi, je pense qu'il se creuse actuellement un fossé énorme entre Montréal et le reste de la province. Vous allez animer de Montréal une émission qui est destinée autant aux gens de Québec que partout. Vous adressez à tout le monde. Comment allez-vous gérer ça? Exemple, dans le débat sur la bataille des plaines d'Abraham, moi, j'ai vraiment senti, personnellement, un énorme fossé entre Montréal, où là, ils pouvaient se dire n'importe quoi, genre, on va aller vous tirer des roches d'en face à Québec. Ça a été dit à LCN par Pierre Falardeau. Et les gens de Québec qui se sentaient un peu attaqués là-dedans. Puis au-delà, j'ai senti une grosse différence. Comment allez-vous composer avec ça? Est-ce que... D'abord, historiquement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le lieu physique où a eu lieu cette défaite est ici, géographiquement, là. C'est ici. Mais il faut sortir de ça. Il faut briser cet espace-là et cet espace-temps-là parce que ils sont partis, ces gens battus et défaits avec leur courage, et ils se sont en allés à Lévis, ils se sont en allés en Mauricie, ils se sont en allés sur Montréal, ils se sont en allés partout. Cette population d'ici, francophone, de souche française, a vécu, comme après toute défaite, une certaine diaspora, parce que ça a été la politique des terres brûlées menée par les Anglais, de sorte que en parler aujourd'hui, on ne peut plus en parler localement. Ça appartient à l'histoire et à l'évolution d'un peuple. Mais il faut en parler. Mais les gens pensent pas pareil, selon qu'on est à Montréal et à Québec. Dans ce dossier-là, moi, ça m'a frappé. Honnêtement, où je te rejoins, j'entendais ça tantôt et je l'ai même dit. J'ai dit, je trouve, Sylvain, il joue sur le chauvinisme québécois. Non, on se fait attaquer. Quand on se fait attaquer et on se défend, on peut pas être se faire taxer d'être chauvin ensuite. Quand as-tu senti... Ah ben je peux vous le faire entendre. Ah oui. Non, on va aller à Québec garocher des roches. Ben oui, mais c'est ça, on peut pas être chauvin quand on réplique à ça. Quand un gars vient nous dire, on va aller vous tirer des roches dans la face. Est-ce que la gang dans ta côte, là, pour le crash ice, là, ouais. Ils auraient été mieux de venir garocher des roches à Sherbrooke, à la rue Wellington ou à la Côte-King? Le débat que nous avons, quand Falardeau, qui est dans la démesure, à mon point de vue, dans le propos, et dans l'incitation à cette violence que je dénonce ici. Si on va aller à Québec ou garocher des roches, c'est parce que c'est là que ça a lieu. C'est là que ça aurait eu lieu. On comprend. Tu sais, quand Al-Qaïda a attaqué New York, il a pris le World Trade Center, c'est pas pour rien. C'était le symbole même de ce qu'il dénonçait. Alors, c'est là qu'il l'aurait fait. Mais moi, je pense que d'embarquer dans ce jeu-là, c'est d'embarquer dans le jeu des minorités. C'est d'embarquer dans le jeu de la marge. C'est d'embarquer dans le jeu de ceux qui n'ont plus d'arguments. Je pense que lancer des roches, c'est l'argument de ceux qui n'en ont plus.
Je suis d'accord, mais quand les médias leur donnent une importance, moi j'ai passé mon temps à dire que c'était une minorité, le RRQ bourgeois, c'est 10-15 excités, arrêtez d'en parler. Exact. Sauf que la journée où tous les médias, qui en majorité sont contrôlés par les gens de Montréal, me placardent ça mur à mur, puis moi j'ouvre la TV, puis la radio, puis les journaux, puis j'ai ça d'en face, là j'ai pas le choix de me défendre. C'est surtout qu'on l'excuse en disant c'est un artiste, c'est un il peut artiste. dire ce qu'il veut. Est-ce que les médias, je sais pas, est-ce que ici vous avez eu l'impression, parce que je plaide l'ignorance, est-ce que ici vous avez eu l'impression qu'on pensait que les gens de Québec voulaient cette manifestation-là et que la démarche, fut-elle extrême, de Falardeau était pour dire que les Québécois, les gens de Québec étaient des épais de vouloir commémorer et festoyer là-dessus? Il y avait plus de pour ici. Non. Je suis sûr qu'il y a plus de pour ici. Parce que d'abord, c'est dans notre cours. Les retombées économiques et touristiques auraient été chez nous. C'est nous qui organisaient l'événement. Moi, je l'ai senti un peu comme un show de Québec. Monsieur Junot, c'est un show de Québec. C'est un show à Québec parce que les plaines historiquement sont là. Mais Monsieur Junot, qui est au fédéral et qui représente Parc Canada et Parc de commémoration, lorsqu'il est venu même dire que ça n'avait pas lieu, a plié les chines en disant parce que on avait des menaces. Voyons donc, c'est la mauvaise raison pour l'arrêter, puis il n'y avait pas de bonne raison pour le tenir. Alors, à mon point de vue, c'est ça la résultante. À la fin de la journée, je pense pas qu'il y avait une bonne raison de festoyer sur cette défaite. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le mot festoyer a seulement été prononcé par les adversaires des gens impératifs français. Mais toi, t'étais pour que ça ait lieu? Il y a personne qui a dit festoyer. T'étais pour que ça ait lieu? Oui. Puis que les gens qui veulent pas y aller restent chez eux. Point final. Moi, je comprends les gens qui ont des arguments au niveau de la sensibilité, qui aiment pas ça, qui veulent pas. C'est correct, ça. Mais on est dans un pays libre. Moi, il y a bien des films et des pièces de théâtre que j'aime pas. C'est une pièce de théâtre en 3D. On n'est pas dans le même univers, à mon point de vue, là-dessus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tourné la page encore. Mais je trouve ça triste qu'il y a des gens qui vivent encore dans les Anglais nous ont battus. Est-ce qu'il faut tourner la page sur des grands drames? Est-ce que les Arméniens, on n'est pas dans le même niveau, mais est-ce que les Arméniens doivent tourner la page sur ce qu'ils ont vécu? Est-ce que la diaspora doit tourner la page sur ce qu'elle a vécu? Ils sont capables d'en parler, ils sont capables de le revivre, ils sont capables de le faire mémorer. Un bal puis qu'ils se mettent, je pense pas que pour le drame de la dernière guerre où les Allemands ont éliminé les Juifs, qu'on se fait une fête autour du poêle à gaz. Pas une fête, mais ils l'ont commémoré et pas à peu près. C'est probablement le peuple qui a le mieux réussi à commémorer et à faire en sorte que les gens se souviennent. Eux-mêmes. C'est ça qu'on... Oui. Eux-mêmes. Mais pour moi, les fédéralistes, c'est nous autres. Pour moi, Ottawa, c'est pas c'est moi, Ottawa. J'envoie mes taxes là, moi, je m'excuse. Mes impôts. J'accepte de faire partie d'un pays, mais mon nationalisme me fait mal lorsque tu veux dire que mes aïeux se sont fait planter. Et j'aime pas plus ça non plus quand des Autochtones me reprochent historiquement les gestes qu'auraient posés mes grands-parents. J'aime pas ça. Je suis tanné de me sentir coupable de ce que je n'aurais pas respecté les droits autochtones parce que je suis en 1951 venu au monde. C'est toujours bien pas de ma faute, moi, si mes aïeux ont eu à frotter les plumes des gens ici. Mais en même temps, je ne veux pas non plus que l'on tourne. Ça ajoute quoi, cette défaite de 8 minutes? Ça change le cours de l'histoire ici en Amérique. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir. Moi, je suis convaincu qu'il y a des jeunes qui savent pas comment ça s'est passé. Il y aurait eu l'occasion de vivre remémorer ça. Voilà. Ne demande pas, à mon point de vue, une reconstitution d'une bataille qui dure 8 minutes et on se tape sur les genoux. Je comprends pas ça. Moi, je connais des cinéastes qui ont fait des films sur la crise d'octobre, sur les patriotes, puis ça a passé. Il y a personne qui a chialé, puis j'ai été voir ces films-là, puis il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Alors, subventionnés par le fédéral. Notre premier ministre fédéraliste du Québec aurait dû être de la tribune. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Vous dites ça, vous. Absolument. Il s'est sauvé. D'ailleurs, moi, là-dedans, je blâme pas tant les extrémistes, il y en aura toujours. C'est ceux qui se sont effoirés. C'est à quoi je suis content. Ici, à Québec, là, moi, j'ai des amis à Valcartier qui vont aller risquer leur vie et qui vont verser leur sang pour combattre des talibans et des terroristes qui utilisent parmi leurs armes menaces, intimidation. Ils vont aller mourir à l'autre bout du monde dans le désert pour combattre ça. Puis moi, j'ai un André Junot dans ma cour qui s'était foiré devant quelques petits excités à Montréal barbus qui ont sacré puis on prend. Moi, ça me dégoûte.
Ça me dégoûte. Au-delà du débat, est-ce qu'on aurait dû ou pas le faire? Ouais. Ça, c'est un autre débat, puis moi, je suis capable d'entendre les arguments. Mais s'effoirer, je trouve ça dangereux. Ben, c'est ce que puis je on dis. Ouvre la porte, puis dans les prochains mois, checkez bien les ça. Mais je pense que s'il y avait eu une plus grande sensibilité de tout le monde là-dedans, ça n'aurait pas eu ce dérapage-là. À cela, je vous l'accorde. Il aurait dû mieux défendre, mieux expliquer. C'est pas une affaire, à mon sens, qui aurait dû prendre cette dimension. Mais on est d'une sensibilité et d'une fragilité en ce sens où, effectivement, les choses deviennent plus grosses que nature ou plus grosses qu'elles sont. Là-dessus, je te l'accorde. Sais-tu ce dont je suis content aussi? C'est que, et ça, je cherche ça au Québec, la possibilité d'avoir des divergences d'opinion, d'en discuter et de terminer en se disant pas, oh, non, tu sais? Exact. Ou ben, on va donc. Parce que, on a une tendance à rechercher l'unanimité. C'est des relents de judéo-christianisme. Ce qui est différent. Oui, c'est ça. Ce qui est différent nous rend mal à l'aise. Alors que j'ai vécu ça quand j'ai été en voyage dans les 10 mois qui viennent, puis j'essaie pas de faire un exergue là, sur la discussion, mais il y a des gens qui ont, ce que je trouve extraordinaire, l'art de pouvoir débattre d'une question, d'avoir des divergences d'opinion, puis de finir à la fin de dire, on va-tu prendre un café, buddy? On est amis, tu sais. Ici, du moment qu'il y a des oppositions... Au Québec, ça se termine par, m'a faire une plainte au CRTC, m'a te poursuivre ou m'a te donner une tape sur la gueule. Ouais, ou va donc te promener. On n'est plus des amis, on est en chicane. Mes archives sonores sont pleines de cotes comme ça. Mais en général, et ça, moi, je le dis et je le pense, là, c'est sûr que ça va faire politique, mais ça vient d'un camp. Moi, je pense que le camp de la gauche, le camp du syndicalisme au Québec, a été habitué au tape sa gueule. Puis quand ça fait pas ton affaire, ce que tu dis, c'est rapidement la menace. Mais puis toi, on va te faire sont très organisés, structurés, ce que les autres ne sont pas. Si vous frottez à ceux-là... Alors, juste pour le jeu intellectuel des choses, ouais. Et ça, tu me parles de la gauche. Si je te parle de la droite, je vais te dire, et eux autres, et tu en as parlé tantôt, c'est la campagne de peur, c'est ici, c'est ça. L'autre avait frappé dans le bullseye pour ce qui est de la caisse de dépôt. Ils ont fait peur aux vieux, ils ont fait peur aussi. Ça, c'est la droite qui fait ça. Hein? Mais c'est pas des campagnes de peur, il avait raison. Non, mais... Mario Dumont avait raison. Non, Dumont. Mais la droite a dit que Dumont était... faisait une campagne de peur. Non, c'est la gauche qui a dit Dumont fait peur au monde, puis tout. Pis c'était l'argument de ceux qui étaient en face. Alors, ceux qui ont dit ça, c'est des libéraux. Et là, tu me dis que mon ami Charest est à gauche. Oh, centre-gauche. Mais on est toujours à gauche. Ça dépend ou à droite de quelqu'un. Mais pour moi, c'est ça ce que je te disais. Je veux parler de la poutine un peu, du show, là. Le show commence à LCN. Il va être après Claude Poirier et avant Richard Martineau. Entre les deux, c'est ça? Y a-tu des appels? Y a-tu des entrevues? C'est quoi le fonctionnement, là? Il y a un blog. Là, je me sens comme un petit gars qui apprend à faire du vélo. J'ai pas de blog. J'ai jamais été sur un blog de ma vie, moi. Ah non? J'ai jamais consulté ça, même. Je connais pas ça. Ben, c'est de la ligne ouverte. Moi, je dis souvent les blogs, le monde, c'est de la ligne ouverte, comme dans le temps. Le journalisme citoyen, à mon sens, qui est une nouvelle appellation, intellectuelle d'une réalité que moi je connais. Quand j'ai commencé à la télévision, j'ai amené la radio à la télévision. Quand j'ai commencé dans le média, je faisais une ligne ouverte à la radio. Bon, les moyens technologiques ont changé, les communications sont plus instantanées qu'elles étaient. Je recevais des fax, après ça j'ai reçu des emails. Alors là, cependant, c'est qu'en temps réel, pendant l'émission, il y a des gens qui vont pouvoir, et aussi sur une autre plateforme, échanger. Ce qui était moins le cas, tu sais, on était 1 à 1 sur la ligne ouverte, les autres écoutaient et étaient passifs. Là, dans le blog, tout le monde peut intervenir dans ce genre de forum de discussion, puis répliquer à un, répliquer à l'autre, faire aller le débat un peu à gauche, à droite, puis toi, comme animateur, je présume, tu vas réalimenter ou réorienter la discussion pour la garder là, si tu veux, ou tu l'amènes ailleurs. Alors ça, c'est un univers, pour moi, qui est multidimensionnel, tu comprends? L'image est pas très bonne, mais c'est un genre de Claire Lamarche virtuelle. Vous êtes dans votre studio, c'est ça que... puis les gens sont par blog vont participer. Non, c'est beau. Non, ça sera pas ça. Non, mais dans le concept, pas dans le contenu, là. Là, vous allez utiliser... Ah, ben, il va avoir le blog. J'ai un écran de 65 pouces où le blog va rouler pendant que je vais parler. Okay. Donc, il va y avoir comme une réaction immédiate aux propos, à l'entrevue, ou etc., etc. Et ça, on va voir ça en direct. Oui. Est-ce qu'il va y avoir aussi, les gens vont appeler, des commentaires? Non. Pas d'appel. Pas d'appel? Pas d'appel. Pas de ligne téléphonique. OK. Parce que... L'émission ne passe pas en reprise. Alors, c'est le blog qui va être l'endroit qui va vivre tout le temps. Et on peut écouter sur le web l'émission en direct aussi. Donc, si on est ailleurs que devant l'appareil télé. Des entrevues, des analyses, des correspondants. Et, vous allez utiliser les journalistes de TVA un peu partout au Québec? Oui, c'est ça. Et d'LCN et puis des correspondants ailleurs, à l'étranger, puis tout ça. De l'opinion aussi. Et de la vulgarisation. Tu sais, quand la Caisse de dépôt, on dit c'est le bas de laine des Québécois, je veux savoir c'est quoi le bas de laine.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi le mandat a été dévié? Quand la performance de la Caisse de dépôt est moins bonne, est-ce qu'elle est moins bonne si elle ne contenait pas le papier commercial, le papier à dossier qui est un papier toxique de 11 à 12 milliards de dollars seulement à la Caisse, et que les autres caisses semblables à travers le pays, on n'a pas touché à ça. Ouais. Où était le lien? Qui a été le vendeur? Comment ça se fait que tu te ramasses, admettons, avec des souliers de ce sorte-là? Qui a été le pusher de ce produit? Moi, je compare ça à des stéroïdes. Les papiers commerciaux, c'est des stéroïdes pour un athlète qui se fait dire, regarde, faut que tu gagnes la médaille d'or, sinon, là, t'auras rien. On a demandé, ça, c'est le politique, là. Des politiciens ont demandé à la Caisse de dépôt des rendements qui étaient incapables, naturellement, de livrer. Donc, ils se sont boostés aux stéroïdes avec les papiers commerciaux. Mais moi aussi, j'aimerais ça savoir, c'est qui le pusher? C'est qui a vendu ça? Qui a demandé à la Caisse de dépôt de performer autant? Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, ça sent bien. On va en parler aujourd'hui. Ça sent bien. Ça commence le 2 à 10h jusqu'à 11h30, Sylvain. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci, 9h34.